Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, bienvenue au Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Francis. Salut André-Sylvain Latour. C'est un plaisir de te revoir. Re-bienvenue à ton 24 minutes. On t'avait gardé la chaîne bien au chaud. Et ça a été très bien fait d'ailleurs par mon collègue Maxime Sawyer. Écoute, à chaque année, moi, je me croise les doigts pendant les vacances de la construction. C'est malheureusement toujours difficile sur les routes du Québec. Encore cette fin de semaine, on a eu 6 accidents mortels. C'est quand même énorme, là. C'est 6 familles impactées au minimum, bien entendu. Je vais te faire, si tu me le permets, un peu la nomenclature de ça, ne serait-ce que pour rendre hommage un peu aux victimes. Samedi, à Frampton, un piéton a été happé mortellement par un véhicule, alors que le conducteur dans la vingtaine ne s'est même pas arrêté. Lui, il a été pourchassé par les policiers, pourrait faire face à des accusations de délit de fuite et conduite avec faculté affaiblie. Saint-Michel de Bellechasse sur la route 132, un cycliste dans la soixantaine est entré en collision avec un véhicule. Dimanche, Brownsburg-Chatham, un conducteur octogénaire, est mort. Il a frappé un arbre. Dans la région de Chaudière-Appalaches, un motocycliste dans la trentaine, lui, a fait une sortie de route. Estrie, Waterloo en Estrie, conductrice d'une moto, collision avec un véhicule. Et finalement, à Wickham, le conducteur d'un quadriporteur, un homme de 92 ans, n'aurait pas fait son arrêt obligatoire et il s'est engagé dans une intersection, a été frappé par un autre véhicule. C'est sûr qu'il y a plus de monde en ce moment, étant donné que c'est la deuxième fin de semaine. Ouais. Il y a plus de monde sur les routes, donc forcément, mathématiquement parlant, il y a quand même plus d'accidents qui risquent d'arriver. Mais tu sais, quand tu lis ça, tu te dis, Colin, tu sais, des fois, c'est bête un peu. Absolument. Je constate aussi de ta liste que 6 des 5 décès surviennent, vers des usagers vulnérables. On pourrait dire ça, piétons, cyclistes, motos, quadriporteurs. Bonne observation. Évidemment, là, dans les villes, de plus en plus, on met des pistes cyclables, on met des saillies de trottoirs, mais tu sais, Saint-Michel de Bellechasse, là, c'est pas le plateau Mont-Royal. Puis tu sais que j'ai eu un accident de trottinette, là, plutôt. Puis tu sais, c'était pas ma faute, mais c'était vraiment un camion qui m'a happé. Mais tu sais, je pense que la morale, entre guillemets, je sais pas s'il y en a une, mais tu sais, quand on est l'usager vulnérable, il faut redoubler de prudence, tu sais, parce que les autres usagers, ils peuvent être inattentifs, puis même si à la fin, tu avais raison, tu vas être mort. Fait que là-dessus, j'appelle ceux, justement, les motocyclistes et tout ça, puis je dis pas qu'ils ont moins de droits, là, mais ils sont juste plus vulnérables dans une collision bête et méchante, puis ça peut prendre... Et le même message va aussi aux automobilistes et aux conducteurs de camions. Eux aussi doivent doubler de vigilance. À proximité d'un... Mais il reste que tu as raison, la personne vulnérable entre les deux, c'est celui qui a le moins gros véhicule. Puis c'est une responsabilité envers elle-même. Là, comme je te dis, les autres, on peut leur dire de faire attention, mais il va en avoir des conducteurs inattentifs, puis il va en avoir des fous, puis t'auras pas de chance, fait que là-dessus, c'est dommage, mais je vois ça, puis c'est comme cycliste, piéton, je trouve juste comme, c'est bien dommage, effectivement. Espérons que la dernière semaine des vacances de la construction sera meilleure, effectivement. Actualité. C'est épouvantable ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Une attaque au couteau, 2 enfants morts, 6 autres dans un état critique et 3 autres blessés un peu moins graves, donc ça monte le total à 9 blessés, pardon. Et ce que moi, je regardais ça, puis je me disais, en passant, ça s'est passé à Southport, en Angleterre. Ce qui est épouvantable là-dedans, c'est que ça s'est passé pendant un spectacle pour enfants, un spectacle pas de Taylor Swift, mais à connotation Taylor Swift, qui était fait pour les enfants. Et il y a un gars qui est rentré là. On n'a pas de détails sur ses motivations, mais lui a été arrêté, par exemple. Les policiers se font assez avares de commentaires en ce moment là-dessus. Mais lui, il est rentré là avec une arme blanche, puis il a décidé de faire un carnage. Évidemment, les policiers sont encore sur place, sont en train d'essayer de ramasser des éléments de preuve. Mais, tu sais, entre toi et moi, des enfants... Moi, je comprends rien là-dedans. Puis, évidemment, là, on n'a pas toutes les informations, mais comment il a pu faire autant de victimes sans... Moi, je veux dire... Ben, ça peut aller vite. Oui, je sais, mais là,
Oui, mais il n'y avait aucun adulte pour se pitcher dessus. Puis c'est quand même, je sais pas, moi, avoir été là à mon corps défendant. Là, on va dire c'est difficile de. Non, j'accuse personne. Je dis juste, non, je sais, mais. C'est comme. Je sais, je comprends, là, mais. C'est difficile, tant qu'on ne l'a pas vécu, de vraiment savoir comment est-ce qu'on va réagir. Tout à fait. Non, mais comme je te dis... Mais je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je pense que j'aurais été le premier à sauter dessus. C'est fou. Mais j'étais pas là. Et bien triste, honnêtement. Là. Puis, on pense souvent que les Américains sont malades dans leur tête avec leurs fusils, mais ça montre que des problèmes mentaux, il y en a un peu partout. Absolument. On va s'entendre, je pense, toi et moi, pour dire qu'il n'y a absolument aucune cause qui justifie un acte comme celui-là. Même si t'es fâché contre quelqu'un. Ça n'a aucun sens. Ouais. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Oh, quelle belle journée aujourd'hui pour le Canada aux Jeux olympiques. Je vais 2 médailles d'or. Ouais. Enfin. Enfin. Puis moi, j'écoute, je vais t'avouer bien franchement, ça me fait un velours quand même d'être Canadien quand je vois ça. Oui? La jeune Canadienne Summer McIntosh qui a remporté l'or aux 400 mètres, 4 nages individuels. Elle n'a que 17 ans. Si tu te souviens bien, aux derniers Jeux olympiques, c'était Penny Oleksiak. Oleksiak, qui était elle aussi une jeune fille canadienne. On dirait qu'on a beaucoup d'avenir. Donc, beaucoup d'avenir, beaucoup de présent et beaucoup d'avenir en ce qui concerne la nage. Je suis pas un grand expert des Olympiques, mais est-ce que c'est parce que les sports où on est bon s'en viennent ou est-ce qu'on tire pas un peu de la patte là, dans cette espèce de petite course aux médailles? Là, parce que je regardais la France, bon, il y a un peu plus de population, mais ils ont 16 médailles. La Chine, évidemment, il y a un peu plus de monde. Quand même. Ils sont un peu motivés, je pense, dans ce coin-là. On pourrait dire ça. Les entraînements sont peut-être plus rigoureux. Là. 12 médailles. Non, mais tu sais, des pays comparables à l'Australie, 9 médailles. Tu sais, là, nous, on vient d'en avoir 2 aujourd'hui, puis on arrive à 5. Tu sais, je me posais la question, tu sais, parce qu'on dit souvent les sports d'hiver, là, parce qu'on est bon dans vraiment certains sports spécifiques qui arrivent des fois à la fin, je pense, des 2 semaines. Puis là, on fait comme le plein de médailles. Là, je me demandais s'il y avait cet effet-là qui jouait là, actuellement. Écoute, j'y vais vraiment de mémoire. Là, les auditeurs, les téléspectateurs me pardonneront. Là, mais généralement, ou me corrigeront. Mais généralement, je pense qu'on finit autour d'une trentaine de médailles là, dans ce coin-là. Pas tant de l'or, plus argent, bronze. L'économiste en moi est soudainement pris d'une volonté très forte de savoir combien il y a de médailles, puis 30, ça correspond à quelle proportion. Puis, mais je vais préparer ça d'ici la fin de la semaine. Je pense que ça ne doit pas être beaucoup, parce qu'il y en a des disciplines là, quand même. Mais au niveau du classement général, je pense pas. En tout cas, on n'est pas dans le peloton de tête. Là, non. Ça, je pense que non, parce qu'on est quand même un pays du G7 avec des moyens de développer des athlètes. Là, mais on est un pays quand même où il y a de la neige et du temps froid 6 à 8 mois par année. Donc, tu sais, c'est sûr qu'aux sports d'hiver, aux Olympiques d'hiver, on fait toujours un petit peu mieux qu'aux Olympiques d'été. On avait notre ami Fred Bastien dans un segment précédent. Je pense pas que les Croates, ils s'entraînent nécessairement dans l'Adriatique. Là, tu comprends? Ils sont dans des piscines intérieures comme toi puis moi. Là, c'est ça. Écoute, je suis loin d'être un spécialiste, mais ça serait intéressant. Mais en tout cas, go les Canadiennes, les Canadiens. C'est-tu plus de femmes là, qui gagnent ou c'est toutes des femmes qui ont gagné à date? Les 2 médailles d'or, oui, absolument. L'autre, justement, c'est Chrystia Degucci qui a remporté la finale de judo chez les moins de 57 kg. Elle a défait la Sud-Coréenne Woo Mimi et fait que moi m'a attrapé un peu l'œil. Son entraîneur, c'est Antoine Valois-Fortier qui avait gagné à la surprise générale, le bronze en judo. Le nom me disait quelque chose. Exact. Lui, il était entraîné par Nicolas Gill à l'époque, qui était notre champion canadien, qui est médaillé olympique également. Non, mais fait que 2 femmes. Il y a eu la médaille en escrime aussi, c'était aussi une femme. Écoute, j'essaie de faire le décompte, mais il me semble, en tout cas, c'est majoritairement ces mesdames qui nous tirent de l'avant pour l'instant. Go Girls, comme on dit. Tout savoir en 24 minutes. Il fait beau, il fait chaud, c'est le temps du tourisme et Montréal a encore des cailloux dans son soulier. Des employés ont été mis en lock-out dans 2 hôtels montréalais, le Marriott Château Champlain et l'hôtel Bonaventure. En gros, il y a eu une grève de 24 heures déclenchée par des employés dimanche après-midi. Fait que ces 2 hôtels-là, quand on a vu ça, ils ont dit « Ah ouais? » Tout le monde dehors jusqu'à mardi 6 heures. Pour vous. Mais en attendant, ça donne une autre, peut-être, image
étrange de Montréal, entre les cônes oranges, les travaux. Là, il y a des touristes qui se ramassent dans des hôtels. Pas d'hôtel. L'hôtel est moins ouvert? De service. Ouais, c'est ça. Ouais, okay. Regarde, il n'y a pas de service aux chambres, manque de nourriture, c'est très incommodant selon un touriste. En gros, on parle quand même de 1000 travailleurs. Ils demandent une augmentation de la contribution de l'employeur au régime d'assurance collective, l'élimination du recours aux agences de placement, freiner la surcharge de travail et des augmentations salariales de 36% sur 4 ans. Je pensais que tu avais sauté la première ligne parce que moi, dans ma d'économiste le mettait en premier. Non, je veux pas, écoute, je veux pas trancher, là, je connais pas les conditions de qui que ce soit, puis après, le reste, ça se négocie, mais à un moment donné, 36% d'augmentation. Sur 4 ans. Ouais. Je pense qu'on peut prendre son gaz égal. Peut-être la moitié de ça serait déjà pas mal. Mais voilà. On leur souhaite bonne chance. En tout cas, les hôtels et les travailleurs des hôtels, parce que, ça sert évidemment à personne. Puis je devine que souvent, dans ces plus petits établissements-là, il n'y a pas des gros fonds de grève. Là. Fait que, ils se retrouvent... écoute, il y a quand même la CSN qui est en arrière. Okay. Et tu vois, Michel Valiquette, qui est le responsable du secteur hôtellerie et trésorier de la Fédération du commerce pour la CSN, il dit, on annonce déjà un 24 heures commun, puis si par la suite, on n'a pas d'entente dans nos syndicats, on va devoir accentuer nos moyens de pression et à ce moment-là, les votes de grève générale illimitée ne seront pas exclus. Bon. Technique de négociation, menace qui s'en vient, qui va se réaliser. Reste à faire. Toujours pendant la haute période qu'on prend toutes ces décisions-là, évidemment, pour maximiser l'impact économique et l'emmerdement des clients. Mais, et les clients, en ce moment, c'est les touristes. Ouais. Après, je veux dire, tu sais, en parenthèse, j'ai déjà été dans des hôtels pas en grève comme ça, mais tu sais, qui avaient moins de services là, pour quelques raisons. Tu sors en bas puis tu vas t'acheter un sandwich. Là, c'est pas comme... Tant que les chambres sont faites entre deux voyageurs. Là. Oui. Mais sinon, tu sais, c'est la vie. Là, je veux dire. C'est un voyageur passif. Non, mais tu sais, c'est comme des problèmes du premier monde. Là, je veux dire, quand même, de dire ils peuvent pas m'emmener une bouteille d'eau Perrier à ma chambre, il faut que je descende. Ça dépend quel forfait tu as acheté. Tu comprends? Tu sais, quand tu achètes un forfait total, tu t'attends à avoir un service total. Et là, tu arrives dans ta chambre et. T'as un lit et une chaise. Là. C'est un peu ça. Tout savoir en 24 minutes. Je reste dans les lockouts parce que, que dire? C'est le zoo de Granby qui a décidé de déclencher un lockout. On sait qu'il y avait des employés qui ont débrayé. Là, maintenant, le zoo de Granby a dit vous autres aussi, vous restez dehors. Paul Gosselin, le président directeur général du zoo de Granby, lui a dit c'était obligatoire pour lui. Il devait prendre cette décision-là. Faut dire quand même qu'il venait de sortir de 9 jours de grève dans la période de l'année la plus importante au niveau touristique du Québec. Ça, c'est M. Gosselin qui le dit. Alors, tu sais, à un moment donné, pour ce qui est... Peut-être la bonne nouvelle là-dedans, parce qu'on est quand même dans les vacances de la construction, c'est une période extrêmement achalandée. Hein? Je veux dire, tu fais quoi avec tes enfants, les familles? On va au zoo de Granby, c'est pratiquement ça. Donc, à ce moment-là, au moins, il y a 95% à peu près des opérations qui sont toujours en place. Il n'y a pas de présentation d'animaux, par exemple. Okay. Donc, tu sais, on parle surtout là, d'employés de bureaux, de techniciens vétérinaires. Mais j'avais suivi ça il y a 2-3 semaines quand ça a été annoncé. Il y a quand même le minimum, plus que le minimum, la santé des animaux est entièrement assurée. C'est juste comme le spectacle autour là, qui est peut-être un peu moins... C'est sûr qu'il n'y a pas personne qui va déclencher un lockout pour mettre en péril des animaux. Des éléphants puis des tigres. Là, non, ça, c'est sûr. Puis ce que je crois comprendre, c'est qu'en fait, on peut aller aux zoo de Granby. Il y a moins de services, mais je veux dire, on peut voir les animaux, Absolument. On peut déambuler dans le zoo. C'est ça. Absolument, mais tu sais, regarde, on parle de techniciens vétérinaires, de naturalistes interprètes, de mécaniciens menuisiers et personnel administratif. Donc, les animaux sont toujours là, les gens peuvent encore voir les animaux, il y a un petit peu moins de services quand même. Je comprends. Mais bon, est-ce que ça enlève à ce point l'économie l'expérience? 130 salaires, quand même, ça semble être un bon modèle d'affaires, ça. L'économie, c'est encore... Actualité. Ça va trop vite, Francis, ça va trop vite. J'avais hâte que tu m'en parles. Je m'en doutais, je t'ai entendu ce matin. OK, ouais. La fin des véhicules à essence en 2035, ça va trop vite, alerte les constructeurs. Ouais. Et là, on parle de grandes marques quand même, là. Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Toyota, Volkswagen.
ils ont tous dit, ils ont mis, disons, la pédale dans le tapis pour faire dire au gouvernement, finalement, qu'il allait reculer sur sa mesure d'imposer des véhicules électriques d'ici 2035. Je vais quand même dire, c'est pas. Tu as nommé toutes ces marques, puis ces marques-là sont membres d'une association qui s'appelle Constructeurs mondiaux d'automobiles du Canada. Exact. Et je connais très bien le marché de l'automobile. Je suis très surpris de cette liste-là que tu viens de dénoncer parce que tu as là-dedans des Total dernier de classe, là, genre Mazda, là, qui fait genre que des espèces de chams de voitures électriques, puis d'autres Hyundai qui sont comme loin devant, genre quasiment à égalité avec Tesla depuis longtemps. Toyota qui se la joue, il n'y aura rien d'autre que des hybrides. Là, fait que pour moi, c'est un espèce de front commun qui ne l'est pas vraiment. Là, puis bon, tu as entendu ce que je disais à Alexandre Moranville-Ouellette ce matin, mais je veux dire, pour moi, c'est une vraie honte que de faire ça. Je comprends pas qu'ils osent, ces gens-là, sortir sur la place publique et dire des choses comme celle-là. Là, c'est franchement gênant. Là, c'est quand même dans 11 ans. C'est dans très longtemps, puis ça fait très longtemps qu'on le sait. Là, fait que si une filière industrielle n'a pas assez de 20 ans pour faire un changement absolument nécessaire de motorisation, je sais pas, ça va trop vite. Qu'est-ce qui va trop vite, là? Essaye encore le mois prochain, puis le mois d'après, puis le mois d'après. Puis il t'en reste, là, 300 mois, là, fait que là, à un moment donné, je sais pas, mais moi, je considère que ça va pas assez vite, personnellement. Puis on l'a vu, oui, là. t'es très voiture électrique, véhicule électrique. Mais pas juste l'objet, là, c'est comme socialement, les bornes, les subventions. Tu regardes la Norvège, qui a 88% des véhicules neufs vendus sont électriques. Ils sont capables, là, tu comprends? Fait que c'est juste une question de mauvaise volonté. Puis on dirait que ça fait des décennies qu'ils se battent avec tous les moyens, tout l'arsenal des lobbyistes. Puis là, c'est comme, clairement, c'est la fin des cacahuètes. Puis là, c'est comme le dernier, genre, mais là, ça va trop vite. Mais c'est comme, c'est un argument de merde. Là, le gouvernement a quand même dit qu'il allait abolir éventuellement les subventions à l'achat des véhicules électriques. Est-ce que tu penses que ça va vraiment affecter le portefeuille de l'acheteur ou si les constructeurs de voitures vont décider peut-être de réduire leur véhicule? Parce qu'une voiture électrique, ça coûte quand même plusieurs dizaines de milliers de dollars. De moins en moins, tu sais. Puis je veux dire, moi, ça fait 7 ans là, que je suis passé principalement à l'électrique. Puis tu sais, à l'époque, c'était presque 100 000 $. Là, c'était vraiment, vraiment cher. Et tu faisais 50 km. Ou à peu près. Tu veux dire? Ben, t'achetais une voiture extrêmement chère, mais l'autonomie, c'était 50 km. Tu sais, Tesla, évidemment, a mené la parade dans toutes les directions, mais notamment là, depuis 2 ans sur le prix. Je veux dire, les Tesla, en moyenne, ont perdu 20 000 $ de prix à l'achat, là, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour 50 000 moins 2 subventions, 38 000, tu commences à être dans un territoire de char normal. Là. Puis l'autre élément, j'ai fait une étude là-dessus, je te l'enverrai si ça t'intéresse, mais tu sais, les gens, évidemment, regardent beaucoup le prix qu'il y a dans la vitre, ce qui est normal, là, on achète ce que les gens, mais tu sais, il y a tout le coût de posséder le véhicule derrière, dont, évidemment, l'énergie pour la propulser. Là. Puis c'est sûr que si tu fais 10, 15, 20 000 km par année, ben graduellement, tu rentres dans ton argent. Fait que non seulement... Le prix de l'essence, que tu parles. La comparaison, là, tu sais, je connais des gens qui font 20-25 000 $ par année, ben ils sont susceptibles d'économiser 3-4 000 $ par année là, en essence par rapport à l'électricité que ça va leur coûter. Fait 4 000 $ fois 5 ans. Là, finalement, l'auto, quasiment, elle se paye toute seule. Fait que là-dessus, je pense que la date de 2035 est bonne parce que le prix des véhicules électriques va continuer tranquillement à diminuer. Puis c'est pas exclu qu'on voit des véhicules électriques avec une bonne autonomie, avec plein d'accessoires pour 25-30 000 $ là, dans quelques années. Là, ça commence à être à la portée de tous. Et, tu sais, écoute, je pourrais parler de ça pendant 1 heure de temps, tu me connais, mais tu sais, là, les premières Tesla, c'était 2012, mais le vrai Tesla, c'était les modèles 3, tu sais, puis là, tous les autres manufacturiers s'y sont mis, mais tu sais, Model 3, ça fait juste depuis 2018 à peu près qu'ils les commercialisent. Non, mais je t'en informe. D'accord. On commence à voir ces voitures-là, tu sais, après 5 ans, là, qui comme un temps de détention normal, là, on commence à les voir arriver sur le marché secondaire. Mais là, Christy, j'en ai vu des Tesla à 25 000, à 20 000. C'est comme à un moment donné, sont usagés, tu diras, mais ça reste que le marché va bientôt être inondé là, année après année de ces vieilles voitures électriques. Et si je me trompe pas, je crois que l'usure du véhicule
lui-même est minime. Minimal. Les gens ont peur de ça, mais la batterie, après, je sais pas combien, 250 000 km, elle perd 8% de son autonomie. Là, fait que non, il n'y a pas de enjeu là. Tu n'as pas d'histoire de timing belt, puis d'alternateur. Puis j'en ai eu des chars à gaz de changement d'huile, mais même des morceaux, là, moi, qu'il fallait changer après tant de kilomètres. L'auto électrique, c'est une batterie, puis 2 moteurs souvent, là, puis le reste, bon, pour changer les pneus. Mais, tout ça pour dire, j'étais bien déçu de cette sortie-là aujourd'hui, puis je trouve que je serais bien intrigué de voir certains manufacturiers peut-être se désolidariser d'une sortie comme celle-là, parce que pour moi, ça ridiculise un peu la filière des constructeurs automobiles internationaux, certains desquels sont convaincus que ça s'en vient, et d'autres, comme je le disais, qui sont vraiment... ils vont attendre à la dernière seconde. Ils vont perdre des parts de marché. Puis je veux dire, personne pensait que Tesla marcherait. Ils font 2 millions de voitures cette année. Je sais pas à qui ils les prennent, mais ces 2 millions-là, avant, c'était Toyota, puis Mazda, puis Volkswagen qui les faisait. À cette heure, ils les ont plus. Puis je te parie que là, il y a une petite décroissance, là, mais Tesla, ils vont continuer à en vendre des voitures, là, des millions de voitures dans les prochaines années, puis d'autres manufacturiers aussi. Fait que si tu refuses ce qui est une évidence, puis que tu fais des petites... On dit la nature a horreur du vide. C'est ça. S'il y a un constructeur qui met le frein, il y en a un autre qui va peser sur l'accélérateur. Puis on en parlait avec l'ami Maximile la semaine dernière, mais même situation dans l'aéronautique, à un moment donné, plus t'en fais, moins ça coûte cher. Fait que les entreprises, comme je le disais, qui sont en arrière de la parade actuellement, qui font pas d'auto ou pratiquement pas d'auto électrique, ils se privent là en ce moment de plein d'années d'expérience, d'apprentissage, d'essais-erreurs, puis de baisse de prix que Tesla, ils sont capables de baisser de 20 000 leur prix parce que ça fait 10 ans qu'ils font des chars électriques. T'sais. Fait que les autres, comme je disais, les Hyundai, les Kia, qui sont quand même bien engagés dans cette transition-là, ils accumulent une connaissance que les Mazda, les Toyota, eux, ils vont se faire éventuellement ils vont se faire manger laisser la dans la sur poussière le dos, là, complètement, juste en raison, comme je dis, de la capacité de faire à un prix raisonnable cette technologie. L'expertise aussi, l'expertise de production. Et on a passé beaucoup de temps sur ce sujet-là. Il ne faut pas m'emmener là, André Sylvain. J'ai pas le choix. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Un autre sujet qui va nous faire parler, les États-Unis, Joe Biden, Kamala Harris et Donald Trump. Je vais te dire rapidement, Donald Trump va rencontrer le FBI le 13... Il va rencontrer le FBI sous peu pour donner sa version des faits sur la tentative d'assassinat du 13 juillet dernier. C'est une procédure normale, tout simplement, quand tu es victime d'un acte criminel, d'aller donner ta version. Donc, c'est une simple formalité. C'est drôle. Là, j'étais là, puis là, ça a fait piou, puis là, j'avais mal à l'oreille, puis là... toi, tu penses qu'il va juste dire ça? Non, mais tu crois comme... Évidemment qu'il va comme, écrire un roman, là, mais je veux dire... La version factuelle, c'est comme j'étais debout, puis là, ça a fait piou, puis là, j'avais mal à l'oreille. Il a rien vu, il a rien senti. Peut-être que le FBI va aussi se pencher sur la réaction des services secrets. Là. Oui, mais en tout cas... Mais effectivement, il n'y a rien vu. En matière de l'acte criminel qui a été posé, il n'y a aucune idée. C'était un corps debout. Une autre note, Kamala Harris fonctionne très bien en ce moment. Il y a un gros engouement, entre autres dans ce qu'on appelle les swing states. Les États clés. Les États clés, exactement, qui peuvent pencher d'un bord ou de l'autre et qui font maintenant toute la différence dans cette bataille politique aux États-Unis entre démocrates et républicains. Et Joe Biden, qui lui tente de faire un grand coup avant de sortir de la Maison-Blanche. Il veut réformer la Cour suprême. On sait qu'en ce moment, ce ne sont que des ultra-conservateurs. Ce sont 6 contre seulement 3. Donc, ce qui a donné, évidemment, l'abrogation de la loi sur l'avortement. Entre autres, il veut limiter à 18 ans le mandat des juges de la Cour suprême. On sait que maintenant, ils sont nommés à vie. Et ça donne des trucs comme Clarence Thomas, qui reçoit des millions de dollars de toutes sortes de compagnies, de lobbies, et qui n'a pas à les déclarer, mais qui n'a pas d'imputabilité là-dessus. Donc, Joe Biden voudrait instaurer un code d'éthique également. Donc, est-ce que ça va fonctionner? Pas avant sa sortie. Très peu probable. Très peu probable. Et je t'en lance une petite dernière. Tout savoir en 24 minutes.
Je vous invite à aller voir sur le site de tvanouvelle.ca Céline Dion qui dévoile les secrets de son look. C'est un retour qui était extrêmement attendu, évidemment, particulièrement au Québec, là, surtout, je dirais au Québec, dans le monde entier, mais surtout au Québec. Elle va expliquer là, comment sa robe Dior a été créée. C'est plein de photos, plein d'explications. Allez voir ça sur le site de tvanouvelle.ca. Merci, André Sylvain. Résumer l'actualité en 24 minutes et c'est mission accomplie.